Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et on va tout de suite entamer notre partie débat qui va concerner la politique étrangère de l'Égypte et bien entendu la visite du président Abdel Fattah el-Sisi qui vient de s'achever aujourd'hui et qui a duré 3 jours en France sous l'invitation du président Emmanuel Macron. Et pour vous parler de cela, je serai en compagnie de Dr Cherif Amir, spécialiste en relations internationales. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, on voudrait parler de l'importance stratégique et du moment aussi de la visite du président Al-Sisi en France. Bien évidemment, cette visite a une importance stratégique parce qu'on sait tous que d'abord le président Emmanuel Macron, avec la situation du Covid-19 et tout, il a un calendrier très restreint. Il n'y a pas même des rencontres entre les chefs d'État européens. Alors le fait qu'il y a en urgence cette rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi, ça signifie beaucoup qu'il y a une importance de dialogue avec l'Égypte. Et le déplacement du président el-Sisi aussi. Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné vraiment une priorité à cette visite parce qu'on a vu comment les deux chefs d'État, ils ont une vision commune sur de nombreuses questions. Bien sûr, certains médias ont parlé sur quelques divergences, ça existe dans toutes les politiques, même entre les partenaires européens, même entre les pays arabes. Ça existe dans la diplomatie internationale. Alors je crois que le dialogue était très franc entre les deux hommes. Déjà, l'Égypte et la France, ils ont une coopération sur des sujets, je ne veux pas dire volatiles, mais des sujets très sensibles comme le combat du terrorisme, comme l'immigration clandestine. Et bien évidemment, on a vu aussi le point, ce n'est pas des divergences, mais dialogue de culture qui existait sur la question de la liberté d'expression selon les principes républicains français de la laïcité et le respect de l'idéologie religieuse selon la culture de l'Égypte et la culture de l'Est. L'intérêt dans ce dialogue que vous venez de mentionner est que vraiment les propos des deux chefs d'État étaient vraiment très bien fondés, que ce soit de la part du président Al-Sisi ou de la part du président Emmanuel Macron. J'apprécie une chose, que ce n'était pas la diplomatie, c'était des mots très clairs qui ont peut-être montré une divergence, mais ce n'est pas une divergence, c'est là il y a le dialogue. Si on va s'asseoir pour dire tout va bien, ça veut dire que rien ne marche. Mais lorsqu'ils ont parlé clairement devant la presse, et c'est ça le point plus important, qu'il y a un dialogue devant tout le monde, que le président Macron a expliqué au monde musulman sa vision, et que ce sont les principes républicains, et que les principes humains sont au sommet de la pyramide de la priorité française. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rappelé qu'il y a quand même les religions, l'éthique, et ça, le fondement de l'humanité que la France protège. Donc, bien sûr, c'est une collaboration entre les deux chefs d'État, un dialogue que je crois très constructif, qui va aboutir bientôt. Le dialogue dur qui a été entamé par exemple par Erdogan sur le président Emmanuel Macron, que c'est le problème de la France, que Emmanuel Macron est président, ça n'amène à rien. Mais le dialogue face à l'interlocuteur, le dialogue avec celui qui a une autre opinion devant tout le monde, c'est ça la diplomatie, c'est ça le charisme et le leadership que le président Abdel Fattah el-Sisi a montré au monde arabe, au monde musulman et aussi à nos amis français. Une chose aussi qui était vraiment importante, sur laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi a jeté la lumière, c'est l'importance de l'idéologie et de la croyance religieuse chez les musulmans. Il a expliqué pourquoi vous traversez une ligne rouge chez 1 milliard de personnes. Et effectivement, je pense que les Français et les Européens ont compris que c'était vraiment une ligne rouge à ne pas traverser parce que ça peut provoquer des réactions
qui ne soit pas toujours équilibré. Bien sûr. Permettez-moi de rappeler quelque chose, comme nous on a vécu en France, la loi de 1908, séparation de l'Église de l'État. La France en 1908, même beaucoup de candidats présidentiels en France le disaient, des politiciens, la France de 1908 n'est pas la France d'aujourd'hui. Il n'y avait pas à l'époque la communauté musulmane, il n'y avait pas l'immigration de masse. Maintenant, la démographie française a changé. Les banlieues en France, ce n'est pas la banlieue de 1908. Donc, il y a des sensibilités, il y a des cultures. La présence, ce n'est pas uniquement présence maghrébine, c'est la présence aussi africaine. Donc, il y a un changement fondamental. Et c'est ça, peut-être, le président ici, si vous voulez transmettre à son homologue français, c'est que il y a bien sûr les principes fondamentaux de la Ve République et aussi de la Révolution française. On a tous étudié dans les facultés de droit, sauf qu'il y a un changement démographique, que maintenant les musulmans, c'est 1 milliard, comme vous venez de dire, qu'en France, ils sont des millions. Et ils sont des gens qui ont vraiment un problème d'intégration. Je ne veux pas entrer dans les détails, que ce soit de leur part ou de la part de l'État français, mais je veux dire tout simplement qu'il y a une sensibilité qui n'existait pas en 1908. Donc, bien sûr, les principes républicains sont à respecter. Mais, comme vous venez de souligner, parfois, il y a des réactions déséquilibrées. Et c'est ça, il faut mettre en garde parce que ça peut dégénérer à un certain moment. Il ne faut pas les provoquer. Voilà. Bon, cela ne voudrait pas dire qu'on soutient ces actions terroristes ou ces actions qui ne soient pas saines, mais on voudrait vraiment minimiser les tensions dans un monde aujourd'hui où on souffre de tensions partout dans le monde. Bien sûr, parce qu'on voit que les actions terroristes, que ce soit sur le territoire français, ce sont les mêmes qui frappent l'Égypte. Donc exactement. On est dans le même camp. Et ça, le président l'a dit clairement aussi, que ça touchait en Égypte les chrétiens aussi bien que les musulmans. Donc les deux présidents sont face au terrorisme, que tous les deux ont vraiment se sont mis d'accord sur le point de les combattre. Oui. Mais comment alors? D'abord, permettez-moi de souligner un point très important. Rarement, il y a une rencontre d'idées entre l'opposition en France et l'exécutif. Or, cette fois-ci, Madame Marine Le Pen ainsi que le président Macron, ils étaient d'accord qu'il faut soutenir l'Égypte, qu'il faut apporter tout le soutien et le respect au président Abdel Fattah el-Sisi. C'est très rare que les deux pôles de la politique française s'unissent sur une vision. On a vu malheureusement certains parlementaires qui ont dit qu'il faut limiter la coopération militaire. La réponse était tranchante, catégorique de l'Élysée, que non, l'Égypte est un partenaire pour combattre le terrorisme. C'est ça ma réponse alors à votre question. Les Mistral, les Rafales, ce n'est pas pour uniquement la guerre. C'est pour montrer qu'à un certain moment, comme le président Abdel Fattah el-Sisi, il a parlé avec le Figaro, le moment où la situation en Libye, par exemple, va déborder, parce qu'il y a des mercenaires, ce ne sont pas des Libyens qui sont là-bas, ce sont des terroristes. On sait tous qui sont les affiliés de Daesh, qui étaient amenés par Erdogan vers la Libye, de la Syrie vers la Libye. Alors on sait tous qui est derrière tout ça, financement qatari. La France souffre du financement qatari aussi dans les banlieues. Alors, je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi a montré sa crédibilité depuis 2013, que c'est un partenaire fiable. Jamais on a fait de chantage, jamais on était dans la position à menacer l'Europe sur certains sujets. Bien sûr, il y a un désaccord sur la question de la souveraineté. La souveraineté de l'Égypte, il faut la respecter. La question des droits de l'homme, on peut négocier, on peut débattre, c'est une question très vague. Et ça dépend aussi de la situation à l'intérieur du pays. La France a le plan Vigipirate, elle a aussi des lois qui restreignent les libertés publiques, avec les Gilets jaunes et d'autres, et on respecte cela. Alors on attend une réaction réciproque sur cette question. Mais le combat du terrorisme, il faut que tous les analystes et aussi les médias en France comprennent que le moment où la France, parce que le bassin de Méditerranée, c'est un petit coin du monde, si le moment où il y aura une menace pour la France, il faut que quelqu'un ou un Orient prenne le relais à dire on est là,
comme partenaire à vous défendre. Et défendre les intérêts communs, pas défendre la France uniquement, mais défendre l'intérêt de l'Égypte, la France, la Chypre, Grèce. Alors je crois que le combat du terrorisme, c'est une priorité que l'exécutif en France, aussi les législatifs, aussi que l'opposition apprécie et respecte et trouve que c'est une politique unie, que ce soit le président Macron ou autre, soit à l'Élysée, ça sera toujours cette position française, l'amitié, coopération avec l'Égypte. Bon, outre l'amitié, il y a aussi une importante coopération économique entre l'Égypte et la France. Donc quels sont les principaux domaines de coopération entre ces deux pays? Pour la première fois, on a commencé à travailler sur la question numérique, la technologie et aussi les satellites. Je trouve que c'est un domaine que malheureusement qui a commencé au Moyen-Orient il y a une décennie. Maintenant, le président Abdel Fattah el-Sisi il commence à mettre le point sur les i sur ce point, qu'il faut développer ce secteur, le secteur de la technologie, les start-up, la coopération sur les satellites militaires et aussi civils, sur les centrales d'électricité. On a aussi la coopération de l'industrie automobile. On sait que la France a des usines, que ce soit au Maroc, en Roumanie, en Chine et en Hongrie, mais aussi l'Égypte. Ici, il y aura aussi la coopération sur ce sujet. Il y a un point très important aussi, c'est la production d'agriculture égyptienne qui est pour l'exportation pour l'Europe. On sait très bien qu'il y avait à un certain moment des restrictions de l'Union européenne. Et ça a malheureusement affecté ce domaine de coopération entre l'Égypte et la France. Après le Covid-19, il y a quand même un changement de l'idée globale parce que les marchés, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, il y a maintenant une baisse de cette force. Et la France a besoin de partenaires. Je crois que l'Égypte maintenant est le meilleur partenaire sur ce sujet. Un autre domaine de coopération important entre l'Égypte et la France est l'axe de la Méditerranée. Oui. Où en est-on avec ça? Alors, on est sur la question du respect du droit, le droit international. L'Égypte est un État de droit, ainsi que la France. L'Égypte est un État militairement très fort, ainsi que la France. On a les deux pays ont une diplomatie très forte. Alors, je crois que le message est très clair. On a tous les outils à utiliser pour protéger notre souveraineté. Nos amis grecs, nos amis chypriotes, ils ont le droit à faire l'exploitation maritime et l'exploitation des réserves du gaz. La Grèce, il y a toujours la violation de l'espace aérien par la Turquie, ainsi que les îles grecques. On voit les harcèlements continus de la part des navires turcs dans la Méditerranée. L'Égypte a signé dès le premier jour du mandat du président el-Sisi, on a dessiné les lignes de marquage de frontières maritimes. On a dit à nos amis grecs, à nos amis chypriotes, voilà nos zones maritimes, vous voulez la coopération avec nous? Bien sûr que oui. Et on a commencé cela. Malheureusement, on a maintenant le régime dictatorial tyrannique en Turquie, qui ne respecte ni la Syrie, ni la Libye, ni l'Irak, ni même Nagorno-Karabakh, et c'est partout. Et maintenant aussi, ils veulent entrer dans la zone maritime concernant l'Égypte. C'est passé il y a quelques jours, durant les manœuvres maritimes entre l'Égypte et la Grèce. Le régime turc a essayé de, pas provoquer l'Égypte, mais tester l'Égypte. Et on a montré comment on est ferme. Et leurs navires ont dû partir immédiatement après le respect du droit international, parce qu'il y a un code. Si vous approchez notre zone maritime, on donne le code à 3 reprises. Si vous ne le respectez pas, on ouvre le feu. Et je crois que c'était clair aux Turcs que le moment où vous n'allez pas respecter, on a déployé nos forces, on était prêts à l'action, à charger. Alors, je crois qu'ils ont reçu le message. Qu'est-ce qui se passe avec la Turquie? C'est-à-dire une suite de provocations, à tort et à travers. Qu'est-ce qui se passe? Certains disent que ce sont les aspirations ottomanes. D'autres disent que Erdogan, il veut couvrir la chute de son régime à l'intérieur, c'est-à-dire l'économie. On sait tous le droit de l'homme. Le peuple turc, c'est un peuple ami.
Malheureusement, les intellectuels, vous les médias, vos confrères là-bas, ils sont tous dans les prisons. Même les généraux de l'armée, ils sont dans les prisons. Il n'y a pas même des pilotes parce qu'ils sont tous, ils étaient limogés. Ils travaillent avec des mercenaires. La Turquie, c'est l'ingérence, c'est les mercenaires, c'est le terrorisme. Et je crois que l'action globale de ce régime et de Recep Tayyip Erdogan est une action très hostile vers la région tout entière, vers le monde, parce que la Turquie a des mauvaises relations avec l'Europe, des mauvaises relations avec les voisins, des mauvaises relations avec l'autre partie de la Méditerranée. Il a ruiné toutes les relations, sauf avec le Qatar, bien sûr. Et l'Iran parfois. Et déjà, on voit comment la politique turque, elle joue le chantage avec l'Europe sur la question des pauvres réfugiés. Comment il a le cœur à utiliser cette carte, à utiliser ces gens, à les jeter dans la mer. Les réfugiés syriens? Les réfugiés syriens et toutes sortes, irakiens. Les Kurdes? Tout. Et, non, les Kurdes, ils les massacrent. C'est clair. Il les bombarde et les tue et c'est fini pour lui. Mais pour la question des réfugiés syriens, ce sont des familles qui les mettent dans les bateaux, ils les jettent dans la Méditerranée, que les bateaux coulent ou non, mais c'est une façade de chantage. C'est très bizarre. Je crois qu'on est maintenant sur une situation très grave. La France l'a compris, parce qu'il y a eu un incident très grave. C'est qu'en fait, Erdogan compte sur l'OTAN, qu'il est le partenaire de l'OTAN, et voilà, c'est la force terrestre la plus nombreuse au sein de cette organisation. Mais le moment où il voulait déployer ses mercenaires en Libye, les frégates françaises l'ont arrêté, et il n'a pas voulu arrêter, ils ont essayé d'ouvrir le feu contre les forces navales françaises. Le commandement français a contacté le commandement de l'OTAN en leur disant qu'il y a eu une violation. Et là, l'OTAN n'a pas réagi. Alors le président Macron, à un certain moment, il a dit « l'OTAN est mort cliniquement ». Et la chancelière Merkel n'a pas aimé cela. Je crois que la Turquie maintenant a montré que c'est un voisin et c'est un partenaire pour l'Europe très très mauvais, pas fiable, pas crédible. Et je crois que maintenant que la France travaille durement avec l'Égypte, que travaille sur la question de la sécurité de la Méditerranée, que la Turquie doit comprendre qu'il y a une force militaire présente au bord sur les frontières de la Libye, parce qu'on n'est pas dans la Libye comme eux ils l'allèguent, on respecte la souveraineté de la Libye, mais sauf le moment où, comme le président Abdel Fattah el-Sisi l'a dit, la ligne rouge sera traversée, on va réagir. Alors je crois, pour votre réponse sur la Turquie, je crois que c'est un élément néfaste. Il ne veut pas la paix, que ce soit signé entre les Palestiniens et les Israéliens. Il ne veut pas que la situation soit réglée au Moyen-Orient et aussi dans la Méditerranée. Et aussi la question sur les dessins animés. Les caricatures. Les caricatures, oui. Il a enflammé la situation de plus en plus avec des mots très durs. Il n'a pas fait le dialogue. Alors c'est un élément très néfaste. C'est très bizarre parce que tout cela intervient à un moment où la Turquie a beaucoup de problèmes sur le plan intérieur. Donc comment est-ce que la Turquie arrive à gérer ces deux volets en même temps, ces deux volets enflammés? Regardez, il utilise toutes les cartes à un certain moment. Il vient de vendre une usine de chars pour le Qatar avec 20 milliards de dollars. Et lorsque l'opposition turque a crié, mais c'est une question de pouvoir régalien, c'est-à-dire c'est une question de souveraineté de l'État turc, comment vous pouvez vendre notre industrie d'armement à un État? Il a parlé uniquement, il a dit, vous ne comprenez pas, le 20 milliards de dollars, ça signifie quoi? Regardez sa réponse. Et le Qatar, qu'est-ce qu'il va faire avec cette usine? Je veux dire, peut-être que cette usine est plus grande que la taille du Qatar. Bien sûr. Oui, donc qu'est-ce qu'il va faire avec? Le Qatar, c'est comme en France, ils achètent uniquement des immeubles et tout. Paris Saint-Germain, ils ne comprennent rien dans ce domaine. Mais ça montre sa mentalité. En fait, parlons de Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui s'est passé hier exactement avec l'équipe turque? En fait, il y avait
l'équipe qui s'appelle Bachak Shahir. En fait, il y a le quatrième arbitre qui est à côté de l'ordinateur, le phare qu'on appelle. Et puis, il a dit à un certain moment, l'arbitre lui demande, il y a une faute qui a été commise par un joueur, lui a dit oui, et il a dit le noir. Il a dit ce mot-là. Alors, ce jeune noir. Alors là, ça a été entendu dans les micros, et là, l'équipe turque a éclaté. C'est un joueur qui joue dans l'équipe turque. Paris Saint-Germain, ils ont dit on va nous aussi arrêter de jouer. C'est ça ce qui est bizarre. La situation a été réglée rapidement. L'UEFA, c'est-à-dire l'Union du football européen, a dit on a réglé l'affaire. Le quatrième arbitre ne va plus être Et présent. le match serait rejoué ce soir. En fait, l'équipe de Saint-Germain, Paris Saint-Germain, ils sont redescendus sur la pelouse pour rejouer. Mais l'équipe turque et Erdogan, ils ont dit « Ah non, on ne va jamais accepter les excuses, mais non ». Alors, mais c'est ça la question. Pourquoi ils refusent souvent qu'on règle les dérapages? Pourquoi ils refusent qu'on règle les situations? Mais ils vont jouer ce soir. Ça dépend. Parce qu'on sait souvent que Erdogan, lorsqu'il veut enflammer la situation, il peut décider à leur dire « Ne jouez pas ». Il a fait ça avec le joueur Mesut qui joue aux ailes en Allemagne. À un certain moment, il lui a dit ne joue pas avec l'Allemagne. Il a dit oui, monsieur le président, on n'a pas joué. C'est très bizarre comment il prend les décisions sportives aussi. On va voir. On espère en tout cas que cette situation va se calmer parce que cette situation, elle affecte forcément la situation au Moyen-Orient. Bien sûr, on a vu les pays du Golfe. Nos amis, nos frères aux Émirats, ils ont dit on va entamer maintenant un processus de paix. On va essayer de garantir la situation pour les Palestiniens quand même, ainsi que le Bahreïn, ainsi que les Soudanais. Mais soudain, on voit que le trio, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie et aussi le Qatar, mais le Qatar, ils ont des excellentes relations avec Israël, je ne comprends pas, mais... Et soudain, la Turquie porte le flambeau de la liberté et la libération de Al-Quds et disent non. Mais la Turquie travaille avec Israël depuis des décennies et une coopération militaire aussi. Et on sait tous que lorsqu'ils financent le Hamas, c'est avec un accord israélien préalable. Ils ne le font pas en secret ou par la force. Alors pourquoi, lorsque l'Égypte dit on va travailler clairement sur la paix, et le président Mahmoud Abbas Abou Mazen était présent au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi lui a assuré qu'on sera là pour vous, pour défendre votre cause. On va s'asseoir avec les Israéliens. C'est l'appel de l'Égypte depuis 1979, à l'époque de Camp David, jusqu'à aujourd'hui. C'est la même. Mais il y a toujours ce refus turc à leur dire c'est une trahison. Et aussi c'est la carte de la religion qui rejoue de nouveau. Alors, ils jouent sur les sensibilités religieuses, ethniques, mais la politique turque, c'est une contradiction totale. Comme vous venez de dire, comment ils jouent à l'extérieur, et ils jouent aussi à l'intérieur. En même temps, ils travaillent avec Israël, mais ils refusent que d'autres pays font la paix avec Israël. C'est très bizarre. Mais pour revenir à la situation au Proche-Orient, comme le président Abdel Fattah el-Sisi l'a présenté à Paris, c'est vrai qu'il y a une très grande instabilité pour un bon nombre de pays. Cela, forcément, que ça doit influencer les investisseurs européens. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, le président Abdel Fattah el-Sisi était présent dans une conférence en Allemagne, à Munich, sur la défense. À l'époque, c'était les médias israéliens qui ont souligné les propos du président égyptien. Lorsqu'il a dit à tous les spécialistes de défense, du géopolitique là-bas, il a dit le problème essentiel, que ce soit le terrorisme, que ce soit les réfugiés, que ce soit la pauvreté, c'est à cause du problème palestinien. Le moment où ce problème sera réglé, beaucoup de choses vont être réglées. Les Israéliens, ils ont souligné cela, ils ont dit que ce sont les propos les plus courageux, audacieux de la part du président Abdel Fattah el-Sisi. Je crois qu'il a retransmis le même message de nouveau, comme il l'a fait à l'ONU. De même, c'est qu'il faut régler cette question. Et cette question, pour être réglée, il faut aussi un médiateur. L'Égypte est un bon médiateur, mais c'est pour cela qu'on a appelé à nos amis palestiniens. Il faut unifier votre situation. Pourquoi il y a Gaza? Pourquoi il y a Ramallah? Pourquoi vous n'êtes pas unis?
Pourquoi Gaza écoute à Téhéran et à Ankara et Doha? Écoutez à l'Égypte. L'Égypte est le seul pays qui va vous garantir la paix. Oui, mais il faut quand même dire que la situation a vraiment éclaté au Proche-Orient depuis 2010. Elle a commencé en Tunisie et puis ça a débordé sur le reste des pays. Donc comment est-ce que vous expliquez ce désordre? Regardez, le moment où il y a eu le printemps arabe, il y avait souvent les slogans. Les slogans à l'intérieur, les slogans à l'extérieur. On a vu comment les frères musulmans disaient par millions, on va libérer Jérusalem. On ne l'a jamais vu. Au contraire, on a vu comment il y avait un dialogue secret avec Israël. Alors, ce sont des slogans, rien que ça. Et comme je viens de dire, c'est jouer sur les sensibilités des peuples. C'est la raison pour laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé souvent les réunions avec les jeunes, parce que c'était l'erreur grave en 2010 et 2011. C'est que la jeunesse a dit « Ah oui, il faut combattre la pauvreté et la dictature. Ah oui, il faut libérer Jérusalem. » Mais tout ça, c'était juste un ballon qui était vide dedans, et c'était pour piéger toute cette région qu'on a vu après la chute de la Libye, la chute de la Syrie, la chute de l'Irak, la chute de tous les pays arabes. Alors maintenant, et même le Soudan, qui a été divisé. Alors je crois que maintenant, le message est très clair. C'est que le désordre qui a eu lieu, le président Abdel Fattah el-Sisi l'a répété, l'a réitéré à plusieurs reprises, ça ne va jamais se répéter, parce qu'on a appris la leçon. Les peuples savent très bien maintenant qui joue toutes les cartes. On sait que Al Jazeera, qui prône souvent la cause palestinienne, on sait tous que même la ministre des Affaires étrangères à l'époque, c'était Tzipi Livni, a visité là-bas Al Jazeera. Ils ont d'excellentes coopérations avec Israël. Donc, pourquoi pas travailler alors sur la paix devant tout le monde? Pourquoi toujours en cachette, mais enflammer les pauvres citoyens arabes? Oui, ça c'est ce qui s'est passé à l'époque. Mais ce que nous vivons toujours aujourd'hui est que le Proche-Orient vit encore un déchirement. Bien sûr, un déchirement, parce que déjà, il n'y a pas un interlocuteur à travailler avec. C'est-à-dire, les Palestiniens, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui parle au nom du peuple de la façon qu'il le faut à s'asseoir et dialoguer. Regardez, le moment, par exemple, les Émirats, qui est un pays très respectable et qui défend toutes les causes arabes aussi, avec l'Égypte. Le moment où ils ont signé les accords de paix avec Israël, comment ils étaient attaqués par les Palestiniens? Pourquoi? Il faut qu'on entende l'explication. Est-ce qu'ils veulent vivre en guerre? Mais les Émirats, ils ont dit, on a même réussi à geler un plan israélien d'expansion dans la Cisjordanie. Et ça a été vrai. Cette coopération est tombée pour le bien pour les Palestiniens. On essaye de geler l'expansion et entamer des négociations. Pourquoi attaquer les Émirats sur cette question? Alors je trouve que le déchirement, malheureusement, ça existe, mais le leadership de l'Égypte pourra changer beaucoup de choses. Le changement qui a eu lieu dans les pays du Golfe peut aussi changer quelque chose. N'oublions pas qu'il y a deux dossiers explosifs à régler. La Syrie, il faut que la Syrie regagne sa souveraineté. Idlib doit être libéré des forces turques qui les occupent. Ainsi que la Libye, il faut que le peuple libyen choisisse leur candidat à leur guider et que l'ingérence turque et qatari arrête immédiatement. Et vous avez aussi, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec la tête de tout ça, le processus de paix palestinien. Bien sûr, le processus de paix palestinien, ça c'est très important. Et c'est pour cela, je crois que la visite du président palestinien ici va changer beaucoup de choses, parce que maintenant les données sont nouveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi ne cesse pas de donner ses conseils aux Palestiniens, malgré ce qu'on a vu tout au long des dernières années à travers Rafah et Gaza, mais on est là toujours pour soutenir les Palestiniens. Il y a un problème aussi, un troisième problème que je crois que c'est important, c'est le Liban. Le Liban même a voulu signer une partie des frontières maritimes avec Israël sur les gaz, mais il y a toujours le Hezbollah.
Le Hezbollah, bien sûr, comme le président français l'avait dit, bon, c'est un parti qui existe au Liban, mais pourquoi écouter souvent les consignes de l'Iran? Mais est-ce que vous pensez qu'avec la nouvelle administration américaine, les choses vont se calmer ou bien au contraire? Ça dépend, il y aura une nouvelle administration américaine ou non. Parce que le président Trump vient d'annoncer que les choses ont... Moi, je suis juriste, alors je vous le dis, les étapes maintenant, ça signifie qu'il y aura peut-être un changement des données, parce que la Cour suprême américaine sera sollicitée. Et ça peut changer quelque chose. Alors déjà, je mets... Donc on doit attendre jusqu'en février? Ça sera peut-être mi-décembre. Dans la semaine à venir. Mais est-ce que ça va changer? Je crois que s'il y aura Biden, il y aura une réaction très claire des partenaires des États-Unis au Moyen-Orient. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Israël, qu'on est en faveur de la paix. On n'est pas en faveur de travailler avec des pays qui déstabilisent la situation comme l'Iran. Parce que signer un accord avec l'Iran, ça menace aussi la sécurité des pays du Golfe. On ne veut pas le voir. Ou bien les Iraniens décident d'arrêter leur ingérence au Yémen, en Liban, en Syrie, en Irak. Et là, on pourra dialoguer. Mais sur cette situation, on va faire un bloc. Docteur Cherif Amir, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Vous êtes spécialiste en relations internationales et nous avons beaucoup appris de vous ce soir. Donc, je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On arrive à la fin de cette édition de Direct. On se retrouve donc demain avec une nouvelle édition et un nouveau collègue. Au revoir.